On a l'impression qu'après ces 2 années de guerre durant lesquelles Israël a remodelé en partie le Proche-Orient, ceux qui tirent les marrons du feu, ce sont les Saoudiens qui profitent à la fois de l'affaiblissement de l'Iran, leur principal rival, et puis de l'isolement d'Israël par rapport à la communauté internationale. Michel Thoman est avec nous. Michel ? Oui, bonjour Daniel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert du dossier iranien et même, on va dire, pour élargir du dossier proche-oriental. Et je voudrais avec vous que l'on revienne d'emblée sur cette rencontre d'hier entre Donald Trump et Mohammed ibn Salman. On a vu le président accueillir le prince héritier saoudien avec tous les honneurs du même au-dessus de son rang, puisque véritablement il a été accueilli comme un chef d'État. On a le sentiment, et Donald Trump le dit, il y a une alliance aujourd'hui stratégique entre les États-Unis et l'Arabie saoudite qui est semblable à celle entre Israël et les États-Unis. C'est préoccupant, à votre avis, pour Israël ? Alors déjà, avec Trump, évidemment, la vérité du lundi n'est pas forcément la vérité du mercredi ou du jeudi. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, il refusait à Mahmoud Abbas l'autorisation d'entrer sur le territoire américain pour l'Assemblée générale de l'ONU, et puis que quelques semaines plus tard, il l'invitait à Sharm el-Sheikh. Donc les choses peuvent changer, mais là, il y a des engagements tangibles. C'est pas simplement le climat de la réunion, cette complicité incroyable, cette amitié qui n'a pas manifesté envers Zelensky, bien sûr, mais même envers Netanyahou. On n'a pas vu des scènes comme ça de complicité, et surtout, il le traite d'égal à égal. Ça, c'est assez rare que Trump traite un autre chef d'État ou un héritier, parce qu'il n'est pas encore chef d'État, d'ailleurs, MBS, d'égal à égal. On ne voit ça qu'avec Poutine. Donc c'est évidemment assez inquiétant pour Israël, car là, c'est pas simplement une ambiance, des sourires complices, etc. C'est des engagements, 2 engagements essentiels. L'accession au nucléaire civil pour l'Arabie saoudite, et puis surtout la vente de F-35. Ça veut dire que Israël n'aura plus le monopole de la maîtrise de la suprématie aérienne au Moyen-Orient. Et Israël devra partager cette maîtrise avec l'Arabie saoudite. Et d'ailleurs, Trump a été très clair hier. Il a renvoyé dos à dos les 2 pays en les mettant au même niveau. Ça veut dire que Israël n'est plus le partenaire privilégié, l'allié principal, le représentant des États-Unis et de l'Occident au Moyen-Orient, mais qu'il y a un nouvel allié, et c'est MBS. Et ça, c'est évidemment c'est très nouveau et c'est inquiétant pour Israël. Alors justement, dans la revue de la presse que nous allons diffuser dans quelques instants, certains éditorialistes israéliens affirment que finalement, c'est vrai que c'est préoccupant, mais d'abord, avant que l'Arabie saoudite reçoive les fameux F-35, ça va prendre quelques années, mais surtout, c'est que de facto, l'Arabie saoudite et Israël restent dans le même camp face à la menace iranienne. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, mais vous savez, ce qui compte, c'est pas... les camps peuvent changer, les régimes peuvent tomber, le régime iranien peut tomber demain. Ce qui compte, c'est quand même combien de divisions, comme disait Staline à propos du pape, et combien de F-35. Et effectivement, ils ne les ont pas encore. Effectivement, on a l'habitude des foucades de Trump. Il peut décider dans 6 mois que finalement, MBS n'est pas un type bien, etc. He's not a good guy. Et changer, je dirais, son fusil d'épaule. Mais là, on touche quand même à des choses importantes, c'est-à-dire à l'armement et au business. Et on s'aperçoit que Trump est d'abord quelqu'un qui conçoit la politique comme du business. Et là, on vend des F-35 à l'Arabie saoudite, indépendamment de l'idéologie de l'Arabie saoudite, indépendamment des liens avec Israël. Et c'est finalement ce qui est tangible dans la politique américaine. Ce ne sont pas les anciennes idéologies héritées du XXe siècle, le sionisme, le libéralisme, communisme, etc. Mais c'est le veau d'or, le dieu dollar, et c'est ça qui compte. Et effectivement, on a l'impression qu'après ces 2 années de guerre durant lesquelles Israël a remodelé en partie le Proche-Orient, ceux qui tirent les marrons du feu, ce sont les Saoudiens qui profitent à la fois de l'affaiblissement de l'Iran, leur principal rival, et puis de l'isolement, on ne parlerait pas d'affaiblissement d'Israël, mais de l'isolement d'Israël par rapport à la communauté internationale.
Voilà. Après, vous savez, je vais vous citer un ancien ambassadeur de France, vous connaissez peut-être, qui m'avait dit ça dans une interview. Il avait discuté avec des diplomates arabes qui lui avaient dit les pays arabes ne veulent plus faire la guerre à Israël. Mais les pays arabes ne souhaitent pas la résolution du conflit israélien-palestinien parce que les pays arabes ne souhaitent pas qu'Israël soit trop fort. Donc ils ne veulent pas la destruction d'Israël, ils ne veulent plus faire la guerre à Israël, mais ils ne souhaitent pas qu'Israël soit une puissance dominante ou même une puissance importante au Moyen-Orient. Donc les données de l'équation ont changé. Israël pouvait penser être en position dominante, pouvoir dicter les règles du jeu. Trump nous rappelle que nous sommes un pays de 7 millions d'habitants, 7 millions de juifs, 10 millions d'habitants, un petit pays avec une technologie de haut niveau, avec une armée de haut niveau, mais un petit pays face à 300 millions d'Arabes et 1,5 milliard de musulmans. Et les données sont celles-là, sont les données démographiques qui sont en train de nous revenir en face. Et puis, la question, alors la normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, elle est toujours importante pour l'Arabie Saoudite, mais elle l'est beaucoup moins qu'il y a quelques mois, tout simplement parce que la normalisation, c'était pourquoi? C'était pour avoir ces fameux F-35, c'était pour avoir le nucléaire civil, mais c'est aussi, et ça, ce n'est pas encore acquis, et c'est un élément en faveur de la normalisation, c'est quand même la voie ouverte vers le commerce, vers la Méditerranée, avec les corridors qui sont en discussion et qui sont en projet, non pas la route de la soie, mais la route qui mènerait de la Chine à l'Europe. Donc ça, c'est un enjeu qui passe par Israël. L'apport technologique d'Israël, il y a encore des raisons pour une normalisation. Mais la condition que met MBS, il faut être très clair, c'est sinon un État palestinien en bonne et due forme, en tout cas un geste clair qui est souhaité, qui est demandé par les États-Unis, on l'a vu hier et avant-hier, c'est un geste clair en faveur des Palestiniens. Et la question est de savoir si Israël est prêt à faire aujourd'hui un geste clair envers les Palestiniens, quel geste et avec quels Palestiniens. On est devant des équations qui sont difficiles à résoudre aujourd'hui. Alors, je voudrais que l'on revienne avec vous, Michel, sur le dossier iranien, parce que tout est lié, bien entendu, mais il y a des informations qui sont aussi préoccupantes. Binyamin Netanyahou lui-même dit qu'Israël reste très vigilante concernant le dossier, la menace iranienne, et cette menace, on dit que c'est plus obligatoirement la menace du nucléaire qui a été très, très durement touchée, on va dire durement touchée pendant la guerre des 12 jours, mais ça serait la menace des missiles balistiques. Vous sentez qu'effectivement du côté iranien, on a changé, si je puis dire, le fusil d'épaule et que l'on donne priorité au développement d'un programme de missiles balistiques au détriment, on va dire, du nucléaire? Alors, vous savez, la guerre de 12 jours, qui est quand même une guerre inachevée, puisque le potentiel nucléaire iranien a été affaibli, mais n'a pas été détruit, et que le régime totalitaire iranien n'a pas été renversé, et qu'il a été affaibli d'une certaine manière, mais renforcé d'une autre manière, parce que les Iraniens, comme les Irakiens au moment de la première guerre du Golfe en 1991, ont eu l'espoir pendant quelques jours que les frappes israéliennes ciblées sur le QG des gardiens de la Révolution, sur les chefs des gardiens de la Révolution, que ces frappes israéliennes avaient comme objectif d'aider au renversement du régime. Et puis, ça s'est arrêté net le 12e jour, la 12e nuit, sur décision du président Trump. Et les Iraniens ont gardé un goût amer parce que finalement, cette guerre a entraîné un affaiblissement du régime, mais un régime affaibli encore plus féroce, une répression beaucoup plus importante des opposants, sans espoir, puisqu'il n'y a plus d'espoir là d'un changement de régime. Beaucoup de morts civiles, parce qu'au début, dans les premiers jours, c'était des frappes très ciblées, mais après on a commencé à frapper des installations économiques, portuaires, etc. Et quand vous frappez des installations portuaires, vous tuez aussi des ouvriers qui travaillent là. Et il y a eu plus de 1000 Iraniens qui ont été tués, et pas seulement des chefs des gardiens de la Révolution. Donc les Iraniens gardent un goût amer, ils sont dans une situation économique désastreuse, même la survie, je dirais, du pays avec la sécheresse est très difficile, mais ça ne facilite pas
les conditions pour un renversement du régime. Et donc c'est un régime qui est affaibli, une population qui est affaiblie, et je dirais que c'est perdant-perdant. Tout le monde est perdant pour l'instant. Alors ça peut changer, hein, j'espère que ça changera en faveur de l'opposition, mais pour l'instant, il n'y a pas de perspective. Alors que ce régime, on va dire, mais comment se fait-il qu'un régime affaibli économiquement, discrédité, etc., investisse tant d'argent dans le militaire? Ben justement, c'est la fuite en avant vers le militaire. Ils se sont aperçus que les missiles balistiques étaient évidemment beaucoup plus efficaces que le nucléaire, parce que faire une frappe nucléaire sur Israël, c'est risquer aussi la destruction immédiate de l'Iran ou de Téhéran. Donc, par contre, les missiles balistiques ont montré leur efficacité, et les Iraniens, sur ce terrain-là, n'ont pas perdu la guerre. Ils ont quand même infligé des pertes civiles et des pertes matérielles et des centaines de maisons qui ont été endommagées ou détruites en Israël. Donc, à quoi servirait aujourd'hui une autre guerre? La seule chose qui est importante en Iran, c'est le renversement du régime. Mais le renversement du régime, c'est pas par la guerre qu'il se fera, puisque la guerre, ça renforce quand même toujours, d'une manière, ça renforce toujours. Il y a toujours l'effet drapeau, ça renforce toujours le régime qui demande au peuple de s'identifier à lui. En tout cas, dans l'immédiat. Après, les conséquences à long terme peuvent être différentes. Mais pour l'instant, je pense que effectivement, ce régime a besoin de restaurer par rapport à sa population, son prestige, entre guillemets, en tout cas sa force. Et sur ce terrain-là, sur le terrain des missiles balistiques, c'est un terrain qui leur est favorable. Alors, justement, vous parliez effectivement de la sécheresse, de la situation difficile du régime iranien, mais on voit effectivement que l'Iran, pas seulement dans le développement du programme de missiles balistiques, mais également, il semble que les Iraniens acheminent des sommes d'argent importantes, ou en tout cas des armes, à la fois au Hezbollah pour essayer de le renforcer au Liban, à la fois à des cellules terroristes à l'intérieur de la Judée de la Samarie. On a vu hier l'attentat qui s'est produit dans le Gush Etzion. C'est-à-dire les Iraniens n'ont pas baissé les bras dans leur volonté, on va dire, de maintenir une déstabilisation, dans la volonté de frapper Israël à travers, malgré tout, leurs proxys, le Hezbollah chiite ou, on va dire, le Hamas sunnite dans la Judée de Samarie. Oui, de toute façon, c'est la raison d'être du régime. Hein. Ce régime est un régime révolutionnaire depuis sa fondation en 1979, et avec, dès le départ, cette volonté revendiquée de libérer Al-Quds, comme on dit, c'est-à-dire de libérer Jérusalem de l'emprise de l'entité sioniste, entre guillemets. Donc, jusqu'au dernier moment, jusqu'à leur dernier souffle, les mollahs mèneront deux choses, se battront sur deux fronts, sur le terrain interne, pour museler l'opposition, pour garder le contrôle de la situation. C'est un régime révolutionnaire qui est venu au pouvoir dans le sang, dans la violence, et qui sait qu'il partira dans le sang et dans la violence. Donc ils n'ont pas tellement d'autres choix que la répression à l'intérieur et la guerre à l'extérieur. Est-ce qu'il faut tomber dans le piège? Est-ce qu'il faut se lancer dans une nouvelle guerre avec l'Iran? Je ne crois pas, parce qu'une guerre aujourd'hui avec l'Iran, dans le contexte actuel du Proche-Orient, où finalement les États-Unis cherchent plutôt à, je dirais pas marginaliser Israël, mais à ne plus considérer Israël comme un pion central dans leur échiquier, je pense qu'une nouvelle guerre avec l'Iran se solderait par un résultat à peu près identique à la précédente, c'est-à-dire quelques jours de combat, des destructions, et un régime iranien qui resterait en place, car je ne pense pas que les États-Unis laisseraient Israël se lancer dans une guerre de longue durée contre le régime iranien, et que par ailleurs, un exemple que m'a donné un ami iranien, opposant iranien aux États-Unis, les États-Unis, le régime américain de Donald Trump n'aide plus les opposants iraniens. Ils ont coupé les subventions à des médias d'opposition qui émettaient en direction de l'Iran, puisque c'est un ami iranien opposant qui dirigeait une télévision. On lui a coupé les aides. Ouais. Et les Américains, l'administration Trump est très très divisée sur cette question-là. L'isolationnisme est très fort, et même l'hostilité à Israël est forte, non seulement parmi les démocrates, mais aussi parmi les républicains. Hostilité à Israël et même antisémitisme parmi les républicains eux-mêmes, parmi la base MAGA. Donc je pense que c'est une situation qui est aujourd'hui très difficile. Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup, Michel. Alors, je voulais juste profiter d'une chose pour inviter les auditeurs de Kalita qui sont à Jérusalem à venir demain soir à l'Institut français Romain Gary au 35 rue Hillel à Jérusalem pour un débat sur le dialogue judéo-arabe, parce qu'il faut essayer de se projeter
avec les Arabes qui veulent dialoguer avec les Juifs et avec les Israéliens, essayer de se projeter vers un avenir incertain aujourd'hui, mais meilleur quand même. Oui, alors donnez-nous le détail de cette conférence. Oui, alors j'ai fondé avec d'autres amis, d'abord des citoyens israéliens, juifs et arabes, attachés à l'existence de l'État d'Israël et loyaux à l'égard d'Israël. Nous avons fondé donc un groupe de dialogue qui était d'abord un groupe de dialogue à l'intérieur d'Israël, entre juifs et arabes israéliens, et depuis ce groupe de dialogue, grâce aux moyens modernes que nous utilisons aujourd'hui, qui aujourd'hui ne marchent pas forcément, mais le Zoom, le webinaire, etc., nous avons développé un groupe international avec des Marocains, des Libanais, des Iraniens en exil, etc., qui dialoguent régulièrement, et nous avons un groupe WhatsApp, nous allons monter une newsletter, qui dialogue régulièrement pour essayer de tisser des liens sur la base d'une coexistence démocratique et pacifique entre juifs et arabes, à l'intérieur d'Israël, mais aussi entre Israël et ses voisins. Eh bien voilà, bien entendu, on invite tous nos auditeurs à venir, en tout cas ceux qui sont à Jérusalem en particulier, à venir donc à cette conférence demain soir au Centre Romain Gary. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Daniel. À bientôt. Au revoir.